Au Moyen Âge, le chevalier avec son épée et son bouclier était le symbole du guerrier, un courageux cavalier en armure luisante qui tenait un bouclier orné des armoiries familiales. Le bouclier a longtemps fait partie de l'équipement chevaleresque indispensable. Il protégeait contre les épées ennemies, arrêtait les flèches et les lances, et servait en même temps de support pour des signes héraldiques ostentatoires, grâce auxquels on pouvait reconnaître le chevalier sur le champ de bataille. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi cet accessoire iconique des chevaliers a progressivement disparu des batailles du Moyen Âge européen. Nous verrons comment l'armure chevaleresque a évolué depuis la simple cotte de maille jusqu'à l'armure de plaque complète, et nous montrerons comment les nouvelles armes et inventions ont changé le style de combat, au point que le bouclier n'était plus nécessaire. Dans un moment, nous révélerons le rôle décisif qu'a joué dans cette histoire le développement des armes à feu, et pourquoi, finalement, l'armure elle-même a remplacé le bouclier dans presque toutes les situations. Les chevaliers n'ont pas du tout abandonné leur bouclier du jour au lendemain. C'était une transformation progressive que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui. Nous attend un voyage captivant depuis les batailles du haut Moyen Âge, où le bouclier signifiait la différence entre la vie et la mort, jusqu'au bas Moyen Âge, quand les hommes d'armes lourdement armés comptaient plutôt sur leur armure et leurs armes à deux mains destructrices. Dans un moment, nous montrerons par exemple à quoi ressemblait l'équipement d'un chevalier typique vers l'an 1200, et pourquoi il ne pouvait pas se passer d'un grand bouclier à cette époque. Commençons donc à l'époque, où le bouclier et le chevalier formaient un couple inséparable. Représentons-nous un champ de bataille du haut Moyen Âge. C'est le XIIe siècle, et sur la plaine poussiéreuse se précipite un groupe d'hommes d'armes lourds à cheval. Chaque chevalier porte une cotte de maille, couvrant le corps des épaules aux genoux, et sur la tête un casque simple. Dans la main droite, il serre une lance ou une épée, et sa main gauche est passée dans la courroie d'un grand bouclier. Un tel bouclier, souvent de forme en amande, en goutte, couvre le chevalier du menton jusqu'au tibia. Il peut dévier les coups d'épée et les coups de hache, et fournit une protection contre une pluie de flèches. Si le chevalier de cette époque partait au combat sans bouclier, il sentirait rapidement tout ce qu'il perdait. Les flèches des archers trouveraient facilement les failles dans son armure, et l'épée de l'adversaire n'aurait rien pour l'arrêter avant de s'abattre sur le corps du chevalier. Le bouclier n'était pas seulement une protection passive. Un combattant expérimenté l'utilisait activement. Les chevaliers utilisaient leur bouclier pour écarter les armes ennemies, protéger leurs compagnons d'armes à leur côté, et parfois parvenaient même à porter un coup avec. À cette période, les boucliers étaient principalement en bois, recouverts de cuir ou de toile, souvent renforcés par des ferrures métalliques. Leur face avant était ornée de couleurs et de symboles. C'est précisément des couleurs peintes sur les boucliers qu'était l'héraldique. Chaque noble avait sur son bouclier un signe unique, grâce auquel il était possible de l'identifier au milieu de la mêlée du combat. Selon les chroniques d'époque des XIIe et XIIIe siècles, les chevaliers se vantaient de leurs armoiries sur leurs boucliers, et le bouclier était considéré comme aussi important que l'épée. L'art militaire du haut Moyen Âge reposait sur des formations où le bouclier jouait un rôle clé. Les soldats à pied créaient des murs de boucliers, des rangs serrés de combattants tenant leurs boucliers devant eux, de sorte que l'un couvrait l'autre. La cavalerie, quant à elle, comptait sur les boucliers lors de l'assaut écrasant contre l'ennemi. Les chevaliers en tête d'attaque abaissaient leurs lances et opposaient leurs boucliers aux javelots de l'adversaire pour percer la ligne ennemie. De nombreuses illustrations dans les chroniques montrent des scènes célèbres. Par exemple, les cavaliers normands sur la tapisserie de Bayeux, XIe siècle. Chacun de ces cavaliers a un grand bouclier allongé, qui protège son côté gauche et couvre en même temps le flanc du cheval. Sans bouclier, une telle charge aurait été vulnérable aux salves de flèches et aux sorties des lanciers. Résumons l'importance du bouclier au haut et au plein Moyen Âge. Protection contre les projectiles et les armes. Le bouclier arrêtait les flèches, les carreaux d'arbalète,
et les lances jetées, avant qu'ils n'atteignent le corps du chevalier. Dans le combat au corps à corps, ils pouvaient dévier les coups d'épée ou de hache. Effet psychologique et symbolique. La vue d'un homme d'armes, lourd, avec un bouclier avançant en formation, inspirait le respect. Le bouclier avec des armoiries donnait au chevalier une identité, et sa présence pouvait renforcer le moral des compagnons d'armes. Nécessité due aux failles dans l'armure. Les chevaliers de cette époque portaient donc principalement une cotte de mailles. Celle-ci protégeait bien contre les coups tranchants, mais avait des failles, et ne couvrait pas tout le corps. Par exemple, le visage, les aisselles ou les cuisses restaient partiellement découverts. Le bouclier couvrait ces points faibles et donnait aux combattants une assurance. Il est donc évident qu'au haut et au plein Moyen Âge, personne n'aurait supposé qu'un chevalier puisse combattre sans bouclier. Le bouclier et le chevalier s'appartenaient comme un couple inséparable. Mais cette réalité commença bientôt à changer. Avec le tournant des XIIIe et XIVe siècles, survinrent des innovations qui affaiblirent progressivement le rôle du bouclier. Dans un moment, nous nous déplacerons dans le temps de quelques siècles plus loin, et nous montrerons comment l'amélioration des armures permit aux chevaliers de partir au combat avec des boucliers plus petits, jusqu'à ce qu'ils les abandonnent complètement. Au fur et à mesure que le temps passait, les armes devenaient de plus en plus efficaces et meurtrières. De pair avec cela, les chevaliers devaient perfectionner leur protection personnelle. L'armure. Vers le XIIIe siècle, la simple cotte de mailles ne suffisait souvent plus, et ainsi les guerriers commencèrent à ajouter des plaques métalliques aux endroits sensibles. Apparurent les premiers signes de l'armure de plaques. Des genouillères de fer protégèrent les genoux. Des plaques supplémentaires couvraient les coudes et les avant-bras. Sur les mains apparurent de simples gantelets de fer. Le torse du chevalier commença à être protégé en plus des mailles par un corselet de plaques, précurseur du cuirasse ultérieur. À la fin du XIIIe siècle, beaucoup d'hommes d'armes lourds portaient sous le vêtement extérieur une armure perfectionnée appelée brigandine, pourpoint matelassé, renforcée de petites plaques métalliques. En bref, le vêtement chevaleresque durcissait progressivement en une armure plus complète. Ces changements dans l'armure eurent un impact décisif sur l'importance du bouclier. Dès que le corps du chevalier commença à être entouré de toutes parts par des plaques d'acier, il cessa d'avoir besoin d'un aussi grand bouclier qu'auparavant. Le bouclier se réduisait, parce que de nombreuses fonctions furent reprises par l'armure elle-même. Les sources d'époque illustrent bien cette transformation. Par exemple, les chroniqueurs du temps du roi tchèque Přemysl Otakar II, XIIIe siècle, remarquent que les chevaliers revêtent une armure de fer de la tête aux pieds, et que les boucliers qu'ils utilisaient étaient plus petits que dans les temps passés. Alors que vers l'an 1200, le bouclier en amande, c'est-à-dire allongé, atteignait encore les mollets du cavalier, 100 ans plus tard, prévalait le bouclier triangulaire plus court, connu sous le nom de forme héraldique ou hitter shape, qui ne couvrait que le torse et les bras. Pourquoi ce changement ? Simplement parce que la jambe du chevalier était désormais protégée par une plaque métallique et n'avait pas besoin de protection supplémentaire par le bouclier. De même la tête, auparavant partiellement découverte dans le camail de maille, était maintenant cachée dans un casque fermé. Au XIVe siècle, culmina le développement de l'armure individuelle avec l'introduction de l'armure de plaque dans toute son étendue. Vers l'an 1350-1400 eut lieu ce que nous pourrions appeler une révolution de la protection chevaleresque. Les armuriers parvinrent à produire un blindage continu de toutes les parties du corps. Le chevalier put ainsi littéralement s'habiller d'un costume d'acier. Cette armure blanche, d'après la couleur argentée du métal poli, couvrait la poitrine d'un cuirasse solide. Les bras étaient protégés par des brassards de plaques et de puissantes épaulières, les jambes par des chaussures d'acier de plaques, des genouillères et des cuissards. La tête était protégée par un casque porté à la perfection, par exemple le grand bassinet, ou plus tard le casque à visière plus mobile. Entre les plaques individuelles de l'armure ne restait qu'un minimum de failles, et celles-ci étaient recouvertes soit par des recouvrements, soit par de petites insertions de mailles.
Maintenant, plaçons côte à côte deux chevaliers, l'un de l'an 1250 et le second de l'an 1400. Le premier a encore une cotte de maille, et le bouclier est vitalement important pour lui. Il lui couvre le côté gauche du corps, parce que sous les mailles, une flèche ou une lance pourrait le blesser. Le second chevalier, 150 ans plus tard, est cependant de la tête aux pieds en armure de plaque complète. Son propre corps est devenu un bouclier. La cuirasse solide dévira la plupart des coups. De ses bras pendent des plaques métalliques, protégeant les flancs et les aisselles. Le casque a une visière qui arrêtera même un projectile rapide. Un tel chevalier peut déjà se permettre de réduire le bouclier à une taille symbolique, et beaucoup commencèrent à l'abandonner complètement. Les chroniques de la fin du XIVe siècle et les découvertes archéologiques des batailles de cette période suggèrent que les hommes d'armes lourds partèrent souvent au combat sans bouclier massif. Sur les enluminures de la fin du XIVe siècle, par exemple, dans le manuscrit Tarquinum Sanitatis vers l'an 1390, nous voyons des combats de chevaliers où, au lieu de grands boucliers, apparaissent seulement de petites rondaches, petites protections métalliques rondes au poing, ou aucune protection de bouclier, seulement l'épée et l'armure. Bien sûr, le bouclier ne disparut pas du jour au lendemain. Encore au XIVe siècle, beaucoup de chevaliers portèrent des boucliers, bien que plus petits. Ils étaient souvent utilisés lors des tournois, par exemple lors des joutes solennelles. Les chevaliers avaient un bouclier à l'épaule, plutôt pour l'ornement, et comme partie du cérémonial que pour une protection réelle. Apparurent aussi des formes spéciales de boucliers. Par exemple, le bouclier avec échancrure appelé bouche, qui avait près du bord supérieur une découpe pour caler la lance lors du combat de cavalerie. Cela montre que le bouclier devint progressivement un accessoire étroitement spécialisé plutôt qu'un moyen universel de défense. À la fin du XIVe siècle, il était déjà courant qu'un chevalier en armure complète puisse combattre aussi sans bouclier, surtout s'il s'attendait à un affrontement avec un adversaire équipé de façon similaire. Son armure lui fournissait une telle protection qu'un grand bouclier supplémentaire aurait plutôt été gênant. Ce changement souleva cependant un nouveau problème. Comment s'en sortir dans le combat de près, quand le chevalier a les deux mains libres? La réponse à cela fut l'adaptation du style de combat et des types d'armes entièrement nouveaux que les hommes d'armes lourds commencèrent à utiliser. Et c'est précisément à ceci que nous nous consacrerons dans le chapitre suivant. Dans un moment, nous révélerons comment il fut profitable aux chevaliers d'échanger leur bouclier contre une épée à deux mains ou un marteau de guerre et comment cela était lié à la tactique de combat du bas Moyen-Âge. Au moment où le chevalier abandonna le grand bouclier, s'ouvrit à lui la possibilité d'utiliser sa main gauche libre pour quelque chose d'autre, par exemple pour saisir l'arme à deux mains. Et c'est exactement ce qui commença à se passer au XIVe et XVe siècle. Les hommes d'armes lourds découvrirent que deux mains sur l'épée ou une autre arme leur donnaient incomparablement plus de force et de contrôle qu'une prise à une main et demie avec un bouclier dans l'autre main. Au début, les chevaliers pouvaient avoir le sentiment que sans bouclier, ils seraient des plus vulnérables, mais leur armure de plaque compensait cette perte. Et de plus, la meilleure défense est parfois l'attaque. L'arme à deux mains permettait au chevalier de porter un coup contre lequel l'ennemi se défendait difficilement, même s'il avait un bouclier. Au bas Moyen-Âge commencent donc à s'imposer de nouvelles armes et styles de combat qui sont directement liés à l'abandon du bouclier. L'épée longue, bâtarde, l'épée chevaleresque classique reçut une poignée allongée, pour qu'il soit possible de la tenir à deux mains. Une telle épée longue, parfois appelée bâtarde ou épée à une main et demie, permettait des coups beaucoup plus violents et des estocs plus puissants. Le chevalier en armure complète pouvait avec une épée longue porter des coups qui parvenaient même à cabosser le corselet de l'adversaire ou à le renverser au sol. Les Fechtbüchs, manuels d'escrime, du XVe siècle, par exemple ceux de maîtres comme Hans Talhofer, enseignent les techniques de combat à l'épée longue contre un adversaire entièrement blindé, et le bouclier n'y joue aucun rôle. Il est évident qu'un chevalier entraîné à un tel escrime n'avait plus besoin de bouclier. Au lieu de se couvrir avec un bouclier, il déviait les coups ennemis avec sa propre épée et comptait sur la force de ses cuirasses.
Les masses d'armes, marteaux de guerre et fléaux contre l'armure de plaque complète. L'épée classique perdait parfois son efficacité. Le tranchant de l'épée coupait difficilement la tôle épaisse. C'est pourquoi vinrent au premier plan les armes de choc, qui ne s'opposaient pas à l'armure par le tranchant, mais par la force écrasante. La masse d'armes ou le marteau de guerre pouvait donc littéralement briser les os sous l'armure même, sans percer l'armure. Ces armes exigeaient une prise à deux mains, ou au moins une prise ferme à une main, mais alors l'autre main devait manipuler le cheval ou d'autres équipements. Le chevalier abandonnant le bouclier pouvait par exemple saisir un marteau de guerre à deux mains, et d'un puissant élan menacer même un adversaire lourdement cuirassé. Le fléau à deux mains, connu des guerres hussites, était aussi une arme avec laquelle on ne pouvait pas utiliser de bouclier. Le chevalier devait le tenir fermement à deux mains, pour que la boule de fer rotative sur la chaîne tombe sur la cible avec l'effet approprié. Les hallebardes, corps secs et autres armes d'astes. Au cours du XVe siècle, il devint courant que même les guerriers nobles combattent à pied aux côtés de l'infanterie. Dans de telles situations, une longue arme d'aste avait plus de sens qu'une épée courte. Les chevaliers, comme les simples fantassins, combattaient avec des hallebardes, combinaisons de lances et de haches sur un long manche, ou des corsecs et des partisanes. Ces armes avaient de la portée, et permettaient d'attaquer les chevaux sous les cavaliers ennemis, ou de tirer l'adversaire de sa selle. Mais pour manipuler efficacement une hallebarde, le soldat avait besoin de ses deux mains. On ne peut imaginer qu'un guerrier tenant une hallebarde de 2 mètres dans une main porte encore un bouclier. Il ne l'aurait pas soulevé. C'est pourquoi tous les combattants équipés de ces armes mettèrent les boucliers de côté. Beaucoup de chevaliers du XVe siècle apprirent ainsi à manier magistralement les lourdes armes d'astes, et leur bravoure ne se mesurait plus au bouclier au bras, mais souvent précisément à la hallebarde dans les mains. La combinaison de l'armure de plaque complète et des armes à deux mains changea aussi la tactique de combat et l'aspect général des affrontements. L'image typique d'autrefois du chevalier cavalier avec lance et bouclier céda la place à une nouvelle réalité. Les chevaliers descendaient en souvent de cheval et combattaient à pied aux côtés de leurs compagnons. Par exemple, dans les batailles de la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France, était courante la tactique où les chevaliers des deux camps combattant à pied comme infanterie lourde. Les féodaux français s'y opposaient au début. Le chevalier devait tout de même combattre à cheval. Mais les expériences sanglantes de batailles comme Crécy 1346 ou Poitiers 1356 les instruisirent. Contre les archers anglais et les lanciers, il était parfois plus avantageux de descendre et d'avancer lentement, à pied en armure complète. Et de telles situations, nous les voyons dans les chroniques des XIVe et XVe siècles de plus en plus fréquemment. Dès que le chevalier combattait à pied, le bouclier le gênait plutôt, parce qu'il avait besoin d'agilité et d'une amplitude complète de mouvement des mains pour utiliser son arme et pour un éventuel corps à corps avec l'ennemi. Un témoignage d'époque peut être par exemple les rapports des guerres hussites dans la première moitié du XVe siècle. La cavalerie chevaleresque des armées de croisade, qui se heurta aux chariots hussites, n'eut pas la tâche facile. Les chroniques mentionnent que les tireurs hussites cachaient derrière de grandes pavèses, boucliers de grande surface plantés en terre, et la fortification de chariots criblait les chevaliers de tirs d'arbalète et de coulevrines, armes à feu primitives. Et comment réagirent les attaquants cuirassés? En avant galopèrent les chevaliers en armure de plaque, souvent sans bouclier, avec des lances dans les mains. Ils comptaient sur les lourdes plaques pour les protéger du coup. Mais beaucoup arrivèrent aux chariots blessés, où les tirs les arrêtèrent avant même l'impact. Là se révéla aussi l'un des problèmes qu'apporta l'abandon du bouclier. Le chevalier sans bouclier ne pouvait pas se protéger des flèches aussi activement. Les chevaliers français au susdit Azincourt, en 1415, levaient, paraît-il, désespérément la main vers la visière du casque, pour se couvrir le visage contre la pluie de flèches anglaises. La plupart d'entre eux ne portaient plus de bouclier et ne comptaient que sur l'armure. Selon le témoignage des chroniqueurs, ils devaient alors baisser la tête
et laissaient les flèches tambouriner sur leurs casques et épaules. Beaucoup tombèrent, non parce qu'une flèche aurait percé une plaque, mais parce qu'ils furent abattus au sol ou restèrent étendus, estropiés par des coups aux endroits moins protégés. Tout cela montrait que le chevalier sans bouclier avait tout misé sur la résistance de son armure. Parfois ça marchait, parfois non. D'autre part, les avantages de l'absence de bouclier se manifestèrent aussi. Les chevaliers avec bouclier étaient habitués à combattre individuellement ou en petits groupes. Dès qu'ils abandonnèrent les boucliers et se saisirent d'armes à deux mains, ils durent adapter la tactique. Le combat en formation serrée, avec des armes longues, se révéla très efficace. Par exemple, les fantassins suisses, au service des souverains européens, à la fin du Moyen Âge, devinrent célèbres en brisant mainte armée chevaleresque avec des formations de piquiers, qui n'avaient besoin d'aucun bouclier, car la densité de leurs piques et leur progression commune leur fournissaient protection et force de frappe écrasante à la fois. L'élite chevaleresque dut bon gré, mal gré, reprendre certains éléments de cette tactique, si elle voulait réussir. Le guerrier médiéval se transforma progressivement d'individualiste avec bouclier en membre d'unités coordonnées. Et dans une telle unité, le bouclier fut remplacé par la coopération et la discipline. Le bouclier ne fut plus désormais le symbole de l'honneur du chevalier sur le champ de bataille. Cela devint plutôt son armure et les insignes sur elle ou sur la bannière. À la toute fin du XVe siècle, il n'était déjà plus rien d'extraordinaire qu'un chevalier noble combatte sans bouclier. Des archives conservées de la période du règne de Vladislav II Jagellon en Bohême, vers l'an 1500. Il ressort que le bouclier ne s'utilisait alors plus que dans le combat de cavalerie à cheval, et c'était principalement plus petit et plus léger, tandis que les chevaliers à pied tenaient leurs armes à deux mains. Si le chevalier scellait un destrier et partait en campagne contre des lanciers, il pouvait garder sur l'avant-bras gauche un petit bouclier, dit targe, pour écarter quelques lances sur le côté au moment de l'impact. Mais dès qu'il descendait ou combattait dans la mêlée des escarmouches à pied, il abandonnait le bouclier. Dans certains cas, un page lui tenait le bouclier à proximité, pour que le chevalier puisse s'en saisir si la situation exigeait à nouveau une couverture. Mais de telles situations diminuaient. Le développement du combat chevaleresque atteignit un point où le bouclier devint un fardeau superflu. Les raisons de la rupture chevaleresque avec le bouclier peuvent se récapituler ainsi. L'armure de plaque fournit une protection suffisante. Les armes à deux mains augmentèrent la force d'attaque et les formations de combat remplacèrent le besoin de défense individuelle par bouclier. Cependant, notre histoire ne se termine pas là. Dans la dernière phase du Moyen Âge, apparut un nouveau facteur qui chassa définitivement les boucliers restants des mains des chevaliers. Ce facteur fut la poudre à canon et les armes à feu qui en naquirent. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi le bouclier à l'ère des coulevrines, hacquebutes et mousquets se transforma en vestige, et comment les derniers chevaliers réagirent à la révolution bruyante et sentant la fumée dans l'art militaire. Au tournant des XVe et XVIe siècles, le monde guerrier européen vécut un tournant dramatique. Sur les champs de bataille retentissait de plus en plus souvent le grondement tonnant des coups de feu, et l'air puait la poudre brûlée. Les premières arquebussbeuler simples, coulevrines et hacquebutes, apparurent certes déjà au XIVe siècle, mais ce n'est que 100 ans plus tard que les armes à feu se perfectionnèrent au point de devenir un tueur plus massif et fiable. Dès que les soldats obtinrent dans les mains des fusils et des arquebuses, les règles du jeu changèrent. Les chevaliers lourdement cuirassés, jusque-là presque invincibles dans le combat d'homme à homme, se trouvèrent soudain face à face avec une arme qui pouvait tuer à des dizaines de pas d'une simple pression sur la détente. Et pire encore, elle pouvait percer même une plaque d'armure épaisse, si elle touchait de près ou à un endroit sensible. La réaction de la chevalerie à cette évolution fut double. Ils essayèrent de renforcer leur armure et en même temps de changer la tactique. D'abord pour cette armure, les armuriers commencèrent à fabriquer des cuirasses plus solides, capables de mieux résister à un projectile. Certaines armures gothiques tardives du début du XVIe siècle furent même testées contre les projectiles. Aujourd'hui encore, on trouve sur les pièces d'armure conservées de petites dépressions.
les marques de tir, qui sont des creux après une balle tirée d'une arquebuse à l'essai. Si la balle ne passait pas, l'armure était marquée et considérée comme cuirasse, résistant au tir. Mais un tel renforcement de l'armure avait ses limites. La cuirasse devenait plus lourde et le chevalier dedans moins mobile. Et pire encore, il n'était pas réaliste de couvrir le cheval d'un bouclier ou d'une cuirasse. Et dès que les armes à feu purent tuer plus sûrement le cheval sous le chevalier, l'avantage de la cavalerie diminua. Et maintenant la question. Les boucliers pouvaient-ils d'une façon ou d'une autre aider à faire face aux armes à feu ? Les chevaliers essayèrent-ils de reprendre des boucliers dans leurs mains pour s'en couvrir contre les balles ? La réponse est généralement non, et si oui, ce fut un échec. Pourquoi ? La raison principale est simple. Le bouclier aurait dû être insupportablement lourd ou énorme pour arrêter une balle de mousquet. Le bouclier traditionnel en bois ou en cuir ne résista pas contre un projectile de plomb volant à une vitesse énorme. Même si le bouclier était entièrement en métal, le projectile d'une arquebuse aurait pu le percer, s'il n'était pas assez solide. Il existe des mentions que certains soldats à pied, à solde, essayèrent d'utiliser de grandes pavèses face aux tireurs ennemis, mais cela fonctionnait plutôt comme couverture à distance ou dans les fortifications. Le chevalier en campagne ne pouvait pas se permettre de porter devant lui une pavèse massive comme un mur mobile. Il n'aurait pas porté un tel bouclier, ou n'aurait pas été capable de combattre avec. Un historien militaire moderne le résume de façon frappante. À l'époque où l'armure ne parvenait plus à arrêter de façon fiable un projectile, le bouclier aurait dû être épais comme un mur pour y parvenir, et personne n'aurait pu le porter. Les chevaliers eux-mêmes comprenaient la vanité du retour au bouclier. Au lieu de dépoussiérer les anciens grands boucliers, ils décidèrent de compter encore plus sur la vitesse, les manœuvres et l'attaque. Des chevaliers au XVIe siècle devinrent principalement des pistoliers à cheval, dits arquebusiers ou reîtres, ou des lanciers qui misaient sur l'assaut surprise. De tels cavaliers n'avaient déjà plus aucun bouclier dans les mains. Une main tenait le pistolet ou la lance, l'autre menait le cheval. Quand venait le combat de près, ces guerriers tiraient une épée de cour ou un sabre et se battaient comme leurs prédécesseurs, seulement avec la différence qu'ils comptaient toujours sur leur armure et l'art de l'escrime, non sur le bouclier. Le bouclier devint un vestige qui leur aurait été de peu d'utilité dans cette mêlée de poudre à canon. Si nous regardons des moments historiques concrets, en l'an 1525, dans la bataille de Pavie, s'affrontèrent la célèbre cavalerie chevaleresque française, les cuirassiers lourdement armés, avec le tir de masse des arquebusiers espagnols. Le résultat, les chevaliers traditionnels subirent une défaite écrasante. Les tireurs à pied abattirent les chevaux sous beaucoup de cavaliers français, et les chevaliers dans leurs armures étendues furent alors achevés par les soldats à pied, avec des lances et des épées. Les gendarmes français à Pavie ne portaient alors pas de boucliers. Ils étaient équipés de lances et de pistolets. Et même s'ils les avaient tués, probablement une salve de balles les aurait balayés d'eux-mêmes. Cet affrontement montra symboliquement que l'ère médiévale était finie. La balle ne connaissait pas de différence entre un simple fantassin et un chevalier noble et abolissait la valeur de l'excellente armure. Après de telles expériences, même les commandants les plus riches commencèrent à considérer s'il valait la peine de porter une armure complète. Au cours du XVIe siècle, l'armure de plaque recula donc lentement. D'abord tombèrent les protections de plaque des membres, jambes, bras. Plus tard, la cuirasse diminua, et finalement beaucoup d'unités ne porteraient plus qu'un casque et un plastron pour la protection de base. Le bouclier n'apparut plus du tout dans l'armée régulière. Et pourtant, il est intéressant que les boucliers comme tels ne disparurent pas complètement. Ils changèrent seulement de propriétaire. L'infanterie légère, dans certaines armées du XVIe siècle, utilisait encore de plus petits boucliers, ronds, en combinaison avec l'épée. Par exemple, les soldats espagnols appelés rodeleros étaient armés d'une épée et d'un bouclier métallique rond, rodela.
Ceux-ci étaient engagés à l'attaque contre les formations de piques lourdes. Leur bouclier leur donnait un certain avantage dans le combat personnel contre les longues lances. Mais il s'agissait plutôt d'un phénomène de transition. Comme les armes à feu perfectionnaient leur cadence et leur pouvoir de pénétration, même ces vaillants épéistes avec boucliers durent quitter le champ de bataille. Dans les guerres du XVIIe siècle, on ne trouve plus de boucliers chez presque aucune unité régulière du monde occidental. Les exceptions, nous les verrions seulement chez certaines armées orientales. Par exemple, les cavaliers ottomans portaient parfois encore de petits boucliers ronds, appelés calcans, ou la cavalerie en Perse ou en Inde, où les armures traditionnelles survivaient plus longtemps, portaient des boucliers contre les flèches et les sabres. Mais c'est déjà hors de l'histoire de l'Europe médiévale. Il est fascinant que le dernier vrai bouclier du chevalier européen ne fût pas jeté dans un duel à l'épée, mais l'éliminaire des armes invisibles, les projectiles rapides des fusils principaux. Quand vers l'an 1600 nous regardons un chevalier européen typique, mieux dit un officier noble, parce que la chevalerie comme état s'était déjà fondue avec la noblesse générale, nous voyons un homme avec un casque sur la tête, dans un lourd manteau ou une veste de maille, tenant un pistolet et une épée de cour. Bouclier nulle part, le remplaça le pistolet dans une main et les rênes du cheval dans l'autre main. S'il avait besoin de couverture, il comptait sur le terrain ou son cheval comme écran, éventuellement sur les remparts de forteresse. L'ère du bouclier personnel était finie. Et ainsi se ferma le chapitre du développement de l'art militaire médiéval. Le bouclier chevaleresque, qui régna autrefois sur les champs de bataille avec l'épée, fut progressivement relégué au terrain de tournoi et au défilé cérémoniel, jusqu'à disparaître complètement de l'équipement pratique. Ce ne fut pas une défaite honteuse, mais une conséquence logique du progrès. La créativité humaine inventa de nouveaux moyens de protection et de nouvelles menaces, auxquelles le bon vieux bouclier ne suffisait plus. L'histoire du bouclier chevaleresque nous montre comment la technologie militaire et la tactique évoluent constamment en réponse l'une à l'autre. Quand apparurent des armes plus efficaces, les chevaliers durent améliorer l'armure. Quand l'armure leur permit d'abandonner les boucliers, ils inventèrent de nouveaux moyens de combat. Et quand les nouvelles armes, à feu, dépassèrent même cette armure, vint le temps de réévaluer complètement ce qui avait du sens sur le champ de bataille. Aujourd'hui, nous ne rencontrons plus de chevaliers avec bouclier sur le champ de bataille, mais cela ne signifie pas que l'idée du bouclier ait disparu pour toujours. Au contraire, en un certain sens, les boucliers sont restés avec nous jusqu'aujourd'hui, seulement sous une forme transformée. Si nous regardons les forces armées modernes, nous trouvons des boucliers dans les mains des policiers d'ordre public, les hommes d'armes lourds du XXIe siècle, équipés de boucliers en plastique ou composite, défendent leur corps contre les pierres et projectiles lors de manifestations de façon similaire aux fantassins médiévaux, résistant aux flèches. Les unités d'intervention utilisent des boucliers balistiques qui parviennent à arrêter même un projectile de pistolet. Là s'utilise pleinement une technologie dont l'armurier médiéval aurait pu rêver, pour que la vieille idée de protection portable trouve à nouveau application. Et que dire des gilets pare-balles des soldats, ou des plaques céramiques dans les uniformes militaires? D'une certaine façon, ils font suite à l'armure de plaque des chevaliers. Le soldat d'aujourd'hui, avec un gilet balistique et un casque en Kevlar, ressemble à un descendant lointain du cuirassier du bas Moyen-Âge. Même les transporteurs blindés militaires et les chars peuvent se comprendre comme un remplacement du bouclier. Ils fournissent aux soldats une couverture et auraient transporté un chroniqueur médiéval, de même qu'autrefois les pavèses massives protégèrent les tireurs d'arbalètes. Et que dire de l'héritage culturel du bouclier? Les boucliers héraldiques ont survécu jusqu'aujourd'hui dans les armes des villes, des familles et des États. Quiconque examine les armes de la République tchèque verra en fait un bouclier gothique écartelé, avec un lion à double queue et des aiglettes, la forme du bouclier chevaleresque, Vidon encore comme symbole de protection et de tradition. Les boucliers survivent aussi dans le sport et le divertissement, l'escrime historique, les tournois chevaleresques de contact
Béhour, où les films et jeux fantasy populaires ne peuvent s'en passer. Là partout, les boucliers sont encore de vaillants compagnons des combattants, bien que seulement dans des rôles théâtraux et symboliques. Quand nous nous posons donc la question finale de pourquoi les chevaliers médiévaux cessèrent d'utiliser des boucliers, la réponse est parce que quelque chose de mieux les remplaça. Non pas plus confortable ou plus romantique, mais plus efficace. L'armure de plaque reprit la tâche du bouclier et fournit une protection directement sur le corps du chevalier, tandis que les mains libres améliorèrent ses capacités offensives. Et finalement, les armes à feu transformèrent l'environnement guerrier, au point que l'ancienne façon de combattre avec bouclier perdit son sens. Les chevaliers ne disparurent pas, parce qu'ils auraient perdu le courage ou l'art. Ils disparurent avec les boucliers, parce que le monde avança, et les chevaliers s'adaptèrent aux nouvelles règles de combat, ou furent remplacés par ceux qui surent le faire. Merci d'être parti avec nous dans ce voyage historique, depuis l'époque des boucliers chevaleresques jusqu'à nos jours. J'espère que l'histoire de la disparition des boucliers chevaleresques vous a intéressé et vous a peut-être fourni un nouveau regard sur la façon dont la technologie et l'ingéniosité humaine s'influencent. Je vous remercie pour votre attention et votre suivi jusqu'à la fin. Si ce récit vous a plu, je serai content que vous lui donniez un like et que vous le partagiez avec d'autres passionnés d'histoire. Je me réjouirai de vous revoir dans l'une des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, l'histoire autour de nous continue de vivre, il suffit de regarder.